C'est le journal de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Nous nous intéresserons cette semaine à une tradition française, la satire politique et religieuse. Après les attentats qui ont frappé la France et la publication de la nouvelle caricature de Mahomet à la une de Charlie Hebdo, nous nous interrogerons sur la liberté d'expression. Nous nous rendrons également en Grèce. Le pays organise ce week-end des élections législatives anticipées. Quel mode de scrutin pour quels enjeux? Voici quelques-unes des questions que nous poserons à notre invité, Georges Prévelakis, spécialiste franco-grec de géopolitique. L'occasion également de faire un point sur les réformes engagées dans le pays. Nous partirons ensuite à Alger pour suivre une équipe de pâtissiers. Tous s'entraînent sans relâche pour être fin prêts et ils participent ce week-end à la Coupe du Monde de pâtisserie qui se tient à Lyon dans le cadre du CIRA, le Salon international de l'hôtellerie et de la restauration. Mais avant de développer ces titres, nous avons voulu revenir sur ce rassemblement historique du 11 janvier dernier en France à travers trois personnalités, trois hommes devenus à leur insu les symboles de cette marche pour la liberté. Vous le savez, près de 4 millions de personnes ont défilé ensemble pour combattre le terrorisme et défendre la liberté d'expression. Parmi les manifestants, certains se sont démarqués, nous offrant alors des photos uniques, à coup sûr entrées dans l'histoire. Celle-ci, par exemple, a fait le tour du monde. À Cannes, un rabbin, un imam et un recteur de mosquée s'enlaçant fraternellement. Nos équipes ont retrouvé les acteurs de ces clichés. Plusieurs jours après, que retiennent-ils de cette marche? C'est la question que nous leur avons posée. Un crayon dans le ciel de Paris, l'étreinte d'un rabbin et un baiser policier. Trois visages symboliques d'une journée historique. Charles Bousquet a 22 ans. Le 11 janvier, en fin d'après-midi, il monte sur 7 statues de bronze, place de la Nation. Il est ici, sur les images de la télévision. Mais il est surtout là, figure de proue d'un cliché devenu une icône. Ce jeune comédien n'avait rien calculé. Il a juste repéré un manifestant avec un crayon en carton. Il m'a regardé et je fais « Passe-moi ton crayon, s'il te plaît. Je te le rends, je te promets, je le rends. Mais passe-le-moi. » Juste, il est génial quoi. Alors il voulait pas au début. Après il m'a dit, bon allez, je te le passe. Je l'ai pris, je l'ai regardé, c'est génial. Et là les gens ont crié, j'ai brandi mon crayon et les gens ont crié à ce moment-là. C'était un moment que j'oublierai jamais. Le lendemain, l'image est à la une de journaux du monde entier. Charles Bousquet devient un héros malgré lui. Un héros non, un symbole, je veux bien l'assumer. Thierry Koep, lui aussi, est devenu un symbole. Cet ancien pâtissier du nord de la France participait à sa première manifestation, à 55 ans. Et il a crevé l'écran. Boulevard de Charonne à Paris, il tombe dans les bras d'un CRS. Sous les vivas de la foule. Témoignage de soutien, particulièrement touchant pour les policiers en deuil. Mais ils font un boulot exceptionnel, ils risquent leur vie pour nous. Voilà. Et moi je les remercie. J'avais mon beau-frère à côté, je dis j'irais bien embrasser un flic moi, j'irais bien embrasser un flic. Et les gens qui ont entendu à côté ont dit un bisou, un bisou, un bisou. Mais ça durait 2-3 minutes. Et puis allez, j'ai dit j'y vais. Et puis je me suis lancé. Et puis ce CRS bien gentil qui était en face de moi m'a un petit peu repoussé au départ, on va dire, et puis en fin de compte, j'ai réussi à le décider en lui disant, mais écoutez, allez, c'est un geste, regardez cette France debout qui est là autour de nous, on va s'embrasser, c'est pas plus mal. David Moyal n'est pas allé à Paris, il est le rabbin de Cannes. Il a défilé avec des milliers de personnes sur la Croisette. Et autour de David Moyal, l'imam et le recteur de la mosquée de Cannes. Voilà ce que doit être la France. Voilà ce que doit être la France. Voilà, c'est ça la France. Voilà. Je me retrouve devant une foule de monde et je me suis dit qu'il fallait donner une image à la France. Parce que ça, c'est la vraie France. La France avec ces images que l'on ne voit pas assez souvent. De ce jour de communion laïque, il restera bien sûr ces images de foule, mais aussi ces trois visages sortis du rang. Ceux d'une nation blessée, mais unie. La nouvelle une de Charlie Hebdo, publiée la semaine dernière et représentant le prophète Mahomet, a suscité la colère de milliers de musulmans en Afrique et dans les pays du Moyen-Orient.
À Alger, par exemple, entre 2 et 3 000 personnes ont manifesté, vous le voyez derrière moi. Certains ont scandé des slogans à la gloire des frères Kouachi, les auteurs de l'attaque contre le journal français. Scénario similaire en Turquie. Une question se pose alors, la religion musulmane interdit-elle les reproductions du prophète? C'est ce que nous avons voulu savoir. Regardez. Que dit le Coran sur la représentation du prophète Mahomet? Le texte est clair, il ne tolère aucune représentation de Dieu. Mais quant à son prophète, un homme, il n'est pas aussi catégorique. Ce qu'il faut éviter, c'est l'idolâtrie que peut engendrer son image. Pour cet anthropologue des religions, c'est au fil des siècles que le tabou de la représentation s'est forgé. Il n'y a pas de texte qui interdise clairement et définitivement la représentation. Il n'y a pas de texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des usages. Il y a des usages collectifs qui sont très forts, qui sont parfois plus prescripteurs que les textes. Pourtant, des représentations de Mahomet, il en existe depuis le Moyen-Âge, dans certaines branches de l'islam, principalement les chiites. Dans ce livre iranien du XIVe siècle, parfaitement autorisé à l'époque, le prophète est dessiné à chaque page. Cette représentation montre le prophète Mohammed sous la forme d'un homme, d'un humain, dont les caractères physiques répondent aux textes qui sont écrits sur le prophète et qui décrivent sa physionomie, sa chevelure. Des images que l'on retrouve chez les Perses, les Ottomans ou en Inde. Mais à partir du XVIe siècle, progressivement, l'image du prophète est cachée, sous l'influence des courants hostiles à toute représentation, comme les sunnites. Dans cet ouvrage du XIXe siècle, il n'est plus symbolisé que par une flamme. Ici, son visage a même été effacé. Pour cet imam sunnite, ce qui choque aujourd'hui dans une caricature, ce n'est pas de représenter le prophète, mais de s'en moquer en le banalisant. Les prophètes, ils ont un niveau haut, ils ne sont pas comme moi et vous. Ils ont un plus, ce plus-là c'est la prophétie, ce plus-là c'est la révélation, ce plus-là c'est Allah qui leur a donné. Aujourd'hui, un point fait consensus chez les croyants des différents courants de l'islam, l'image du prophète est sacrée. Rire avec le sacré, Charlie Hebdo s'en était fait une spécialité, s'inscrivant ainsi dans une longue tradition en France, celle de la liberté d'expression. Celle-ci remonte à la Révolution française. Depuis des années, des dessinateurs, des humoristes tournent en dérision tous les sujets, qu'ils soient religieux ou politiques. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs pris de vrais risques pour quelques mots ou quelques traits de crayon. L'irrévérence, une tradition française, c'est un reportage d'Anne Guéry. Une poire pour contourner la censure. 1831, le roi Louis-Philippe interdit qu'on le dessine alors. Il devient l'homme à la tête de poire sous la plume d'un caricaturiste, Honoré Daumier. Pour avoir croqué le souverain en Gargantua, volant l'argent du peuple, Daumier est jeté en prison, 6 mois. C'est à cette époque, dans la Résistance, que la caricature gagne ses lettres de noblesse. Dans le sillage de la Révolution, la France de la Belle Époque dénonce l'emprise de l'Église sur la société avec l'assiette au beurre. 1901, un travailleur botte le derrière d'un Jésus au pied de la croix. On les appelle les bouffeurs de curés. Certains changent même les paroles de la Marseillaise pour la cause de l'anticléricalisme. Bonjour, nos citoyens, contre les cléricaux. Et finalement, en 1905, la loi consacre la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, fonde désormais la République. Et dans la République, quel que soit le tragique des événements, une tradition s'enracine dès 1915 avec le Canard enchaîné, rire de tout. Ni Dieu ni maître, voilà la marque de fabrique en 1960 d'Harakiri. Journal satirique bête et méchant, sans tabou, tendance anticléricale, grivois. La mort du général de Gaulle en 69, cela donne balle tragique à Colombey en une. C'est la fin d'Harakiri, mais il renaît sous le nom de Charlie Hebdo. On prend les mêmes et on recommence. 68 est passé par là, il est interdit d'interdire. Charlie Hebdo, c'est alors l'insolence en toute liberté, ce qui fait dire à Cabu en 1981. L'Église est moins présente, l'armée c'est le dernier tabou, je crois. Dans les années 70-80, on s'autorise à rire de tout et de tous. Et puis qu'est-ce que c'est que ces Portugais qui viennent retirer le pain de la bouche à nos Arabes? Rire du racisme, avec Coluche. J'ai pris le parti de rire systématiquement de tout ce qui n'est pas drôle. Comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande,
On peut pas être à la fois au four et au moulin. Rire de l'antisémitisme et du nazisme avec des proches. Vous moquez pas d'Himmler. Peut revenir. On rit et puis vient le temps des crispations, des intégristes catholiques d'abord. Contre le film Je vous salue Marie. Ce film est un blasphème. Contre la dernière tentation du Christ de Scorsese, un incendie meurtrier dans un cinéma. Des manifestations contre une pièce de théâtre, Golgotha Picnic, et des politiques qui s'inquiètent. Se moquer des religions, je trouve que c'est un peu délicat. Ça peut se terminer avec des voitures piégées, vous voyez. Et puis des fanatiques musulmans contre cette chanson. Menacée de mort, Véronique Sanson renonce à la chanter. 2011, un attentat contre Charlie Hebdo pour avoir caricaturé Mahomet. Pourquoi rire et avoir de l'humour sur quelque chose de sacré quelque chose de sacré, il n'y a pas d'humour. Au nom du sacré, le 7 janvier 2015, 2 intégristes assassinent 12 personnes dans les bureaux du journal satirique. Mais les survivants de Charlie Hebdo persistent et signent. Mahomet est toujours à la une. L'humour, sans autre forme de regret, comme le disait Coluche. On a tort de s'énerver parce que si tu veux, on arrive à dire des trucs après qu'on regrette. Que je regrette. Non, moi je... L'humour au nom de la tolérance dans la tradition de Voltaire. La tolérance n'a jamais excité de guerre civile. L'intolérance a couvert la terre de carnage. Voltaire, 1763. Voltaire, dont le traité sur la tolérance connaît un succès de librairie depuis les attentats. Ces dernières années, beaucoup de Français de confession israélite ont émigré en Israël. Nous en avons déjà parlé dans ce magazine. Face à la multiplication des actes antisémites en France, ils cherchent à vivre plus en sécurité. Alors quel regard portent-ils aujourd'hui sur ces attentats ? Franck Genozo et Fabien Tormos se sont rendus à Jérusalem. Une pierre déposée comme le veut la tradition sur la sépulture des victimes, en signe d'éternité. Ces 2 Français juifs ne sont que de passage en Israël. Mais avant de repartir, ils ont voulu s'incliner devant les tombes des 4 victimes de la prise d'otage porte de Vincennes, marqués et anxieux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a beaucoup de gens qui pensent à venir ici. Ils sont inquiets. Quitter la France, David Bellassène, lui, l'a fait il y a quelques années. Plus facile de pratiquer pleinement sa religion ici, dit-il, malgré les conflits récurrents dans la région. Même si c'est un pays en guerre, entre guillemets, on se sent en sécurité. On est ici chez nous à la maison. Plus en sécurité ici qu'en France. Ouais, plus en sécurité ici qu'en France, ça c'est sûr et certain. Ce jeune diplômé de 25 ans intervient souvent dans cette association chargée de l'accueil des jeunes juifs français. Ils sont débordés par l'afflux de demandes. On a eu des appels dans lesquels on a vraiment ressenti l'urgence. Des mamans qui ont téléphoné en disant « ma fille voudrait venir dans 4 mois, mais en fait je préférais qu'elle vienne demain ». 6600 juifs de France sont venus s'installer ici l'an dernier. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Et cette accélération ne devrait pas se démentir puisque les autorités tablent désormais sur 10 000 arrivées en 2015. Quitter le pays qui les a vus naître et grandir pour rejoindre celui où ils se sentiront, disent-ils, plus en sécurité. Un dilemme désormais pour les 500 000 juifs de France. Et c'est dans ce contexte international tendu que se tiennent ce week-end des élections législatives en Grèce. Pour en parler, notre invité en duplex est Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à la Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Première question, rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que selon vous, ces attentats auront une influence sur le vote grec ? Je ne peux pas discerner une influence. Ce qui est clair, c'est que le peuple grec se sent depuis longtemps très proche au peuple français et par conséquent, ce qu'on a constaté, c'est un mouvement de grande solidarité dans toutes les composantes du spectre politique grec. Alors avant de revenir vous voir dans quelques instants, Georges Prévelakis, je vous propose de bien comprendre le mode de scrutin. Comment marche la proportionnelle en Grèce ? Ce focus est signé Sophie Granel et Marie Perrin. Ce dimanche, les Grecs votent dans un premier temps pour élire 300 députés. Le scrutin à un tour est régi par la règle de la proportionnelle renforcée. En clair, les partis qui auront obtenu plus de 3% des suffrages se répartiront les sièges selon leur score, avec un bonus de 50 sièges supplémentaires pour la formation politique arrivée en tête.
Si la majorité absolue, soit 151 sièges, est atteinte, c'est le leader du parti majoritaire qui deviendra automatiquement Premier ministre. Dans le cas contraire, les différents partis auront quelques jours pour tenter de former un gouvernement. S'ils échouent, de nouvelles législatives auront lieu début mars. À peine élus, les députés devront à leur tour voter pour le prochain président de la République. Si au terme du processus, aucun consensus n'est trouvé, il faudra alors tout recommencer. C'est ce qui s'est passé en décembre dernier. L'incapacité des députés à élire un président avait provoqué la dissolution du Parlement, d'où ces législatives de dimanche. Alors sur 36 partis politiques se présentant, 32 ont été autorisés à participer à ces élections par la Cour suprême et l'un d'eux fait beaucoup parler de lui. C'est le parti de la gauche radicale Syriza, le parti d'Alexis Tsipras qui a conquis nombre d'électeurs en surfant sur un discours anti-austérité. Alors Georges Prévelakis, une question, est-il aujourd'hui susceptible de remporter ces élections ? C'est le plus probable. On voit peu de possibilités d'un renversement d'une tendance forte. En fait, depuis 2 ou 3 jours, ce qu'on constate, c'est une tendance ascendante du pourcentage de Syriza, ce qui pourrait conduire le Syriza à obtenir la majorité absolue. Et alors dans ces cas-là, quel scénario pour la Grèce ? Dans ces cas, Syriza aurait les mains libres pour appliquer sa politique par rapport, si vous voulez, à une situation où il serait obligé de faire alliance avec un autre parti. Ça pourrait être le Potami, la Rivière ou le PASOK. Et dans ces cas, il serait obligé de faire des compromis. Donc, en cas de majorité absolue, Syriza sera face à ses responsabilités pour répondre à l'énorme défi de sortir la Grèce de la crise et je dirais un défi plus imminent, plus immédiat de gérer la première période pendant laquelle la stabilité économique est assez menacée. Alors on va en reparler largement avec vous. Il est vrai que depuis 5 ans, la Grèce s'est vue imposer une série de réformes en contrepartie d'une aide importante de l'Europe pour sauver le pays de la faillite. Et ces réformes ont-elles été suivies d'effets? Ont-elles porté leurs fruits? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder cette enquête signée Julien Dupéret et Stéphane Guimau. Après 5 années de réformes en Grèce, nous sommes venus faire le bilan. Avec une question, ont-elles toutes porté leurs fruits? Pour y répondre, notre carnet de route commence par un symbole, la fraude à la TVA. À l'époque, clients et commerçants s'entendaient presque tous pour acheter au noir, sans taxe. Nous sommes retournés en caméra cachée dans les mêmes magasins d'Athènes. On peut vous payer sans TVA ? Non, désolé, on n'accepte pas. Le commerçant suivant refuse aussi de frauder. Désormais, une majorité de boutiques fait des factures pour les fournir aux impôts. Sur nos tablettes, deuxième réforme majeure, la création d'un cadastre. Objectif, épingler les nombreux Grecs qui ne déclaraient pas leurs biens immobiliers. Et là, rien n'a changé, aucun cadastre officiel. Seule la taxe immobilière a été multipliée par 8, une douche froide pour cet habitant. Notre taxe s'élève à 2500 € par an et c'est très difficile de la payer. Car le salaire de ma femme, fonctionnaire, a diminué de 30% et le mien a aussi baissé. Résultat, les impayés se multiplient. Mauvais pour les recettes de l'État. 90 milliards d'euros en 2010, 80 en 2013, la réforme fiscale, premier raté de la Grèce. L'étape suivante nous conduit dans le service public. Pour mettre fin à une administration pléthorique, 260 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés, portant les effectifs à 635 000. Promesse tenue, mais à quel prix? Dans les hôpitaux, la saignée a fait des dégâts. Nous entrons dans un service d'urgence, en caméra cachée. Il est 19h, les couloirs sont bondés, les malades attendent des heures. Plus assez de personnel. Vous allez patienter longtemps ? On m'a dit qu'ils ne savent pas si je pourrais être soigné avant demain matin. Les réformes n'ont pas épargné non plus le secteur privé.
Salaire minimum baissé à 586 € brut. Licenciement facilité. Période d'essai d'1 an. Sans résultat pour l'heure, le chômage explose. Mais l'austérité n'est pas passée partout. Il y a 5 ans, l'Église et les armateurs échappaient largement à l'impôt. C'est toujours le cas. Sur le port d'Athènes, nous attend Nikos Vernikos et ses bateaux. Ici, c'est mon royaume, le port du Pirée. Un royaume bien gardé. La Constitution limite toujours l'augmentation des impôts des armateurs. Et si cela changeait, il brandit la menace de l'exil. Ma banque m'obligerait à immatriculer mes bateaux dans d'autres pays. C'est logique. Mieux vaut un bateau qui navigue avec un drapeau étranger qu'un bateau grec qui coule sous les taxes. 5 années de rigueur et sur notre carnet de bord un constat. Les inégalités entre les Grecs se sont accentuées, alors même que la liste des réformes n'est pas totalement bouclée. Alors Georges Prévedakis, on vient de le voir à l'instant avec ce reportage, ces réformes semblent avoir encore plus creusé les inégalités entre les Grecs. Il est vrai que le taux de chômage est important, la fiscalité est forte. Est-ce qu'on peut parler d'échec selon vous ? Écoutez, c'est à la fois une réussite et un échec. C'est une réussite dans la mesure où on a quand même obtenu l'équilibre du budget de l'État. Mais bien sûr, la question qui se pose, c'est à quel prix ? Alors, le prix, c'est d'abord la souffrance d'une grande partie de la population, l'affaiblissement de toute une classe moyenne qui est en général l'élément stabilisant d'une démocratie. Et ensuite, il faut voir aussi une conséquence plus fondamentale, c'est-à-dire les réformes dans le sens de la rigueur devraient être accompagnées par des réformes structurelles qui seules peuvent assurer la croissance, donc la sortie de la crise. Ces réformes structurelles ont tardé parce que le gouvernement, sous la pression de la Troïka en grande partie, a d'abord commencé par la rigueur, et quand on est arrivé au moment d'avancer dans les réformes structurelles, le capital politique du gouvernement était épuisé, mais aussi l'économie réelle s'était tellement rétrécie que ces réformes structurelles avaient beaucoup de mal à avancer. Il y a eu des progrès, beaucoup de réformes ont commencé, mais les échéances électorales sont arrivées au moment où elles étaient à mi-chemin. Alors justement, vous parlez de la Troïka. Rappelons que la Troïka, c'est la Banque Centrale Européenne, le Fonds Monétaire International et la Commission Européenne. Le parti Syriza prône la sortie de l'euro. Est-ce que c'est une option envisageable selon vous ? D'abord, le parti Syriza ne prône pas la sortie de l'euro. Syriza, c'est pas un véritable parti, c'est une sorte d'alliance entre plusieurs mouvements. Ce qui fait que parfois il y a une certaine cacophonie, c'est-à-dire il y a des déclarations des uns qui ne coïncident pas avec les déclarations des autres. Et donc il y a eu des cadres de Syriza qui en effet ont envisagé une sortie de l'euro. Mais c'est pas la position de Syriza. À votre avis, ce scénario peut se jouer aujourd'hui ? Je pense que Syriza ne souhaite pas la sortie de l'euro. Maintenant, tout dépend de l'évolution de la situation économique. Parce que si les choses s'est passées mal, il pourrait y avoir un tel danger, surtout si une telle perspective était souhaitée par certains acteurs de la politique européenne. Georges Prévedakis, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir l'intégralité de cette interview, d'ailleurs de l'émission également, sur notre page Facebook, le Journal de la Méditerranée. Changeons complètement de sujet et de décor à présent pour parler gastronomie. La Coupe du Monde de pâtisserie se dispute ce week-end à Lyon dans le cadre du CIRA, le rendez-vous mondial de la restauration et de l'hôtellerie. Parmi les 22 nations représentées figure pour la première fois l'Algérie, invitée à participer à cette manifestation internationale. Bien décidée à marquer des points, les Algériens s'entraînent depuis le mois de novembre avec un chef pâtissier lyonnais. Valérie Benet et Laure Creusa ont suivi leurs préparatifs à Alger.
Vieux routier de la compétition, ce meilleur ouvrier de France glacier a été recruté comme entraîneur. Ce sera la toute première participation de l'Algérie, un engagement financé presque entièrement par un jeune patron algérois. Ça nous rend fiers de présenter notre beau pays et de mettre en valeur toutes les richesses de l'Algérie. On a une culture, on a un savoir-faire, on a une gastronomie algérienne et de la mettre en valeur, c'est ça. Dans le quartier d'Ouled-Fayette, à une dizaine de kilomètres du centre-ville d'Alger, son entreprise fait travailler 40 personnes à la fabrication de gâteaux et quelques 600 repas livrés quotidiennement. Ce dimanche après-midi, c'est la 3e et dernière session de formation à domicile qui commence. Un meilleur ouvrier de France chocolatier est également de la partie. La valise encore sur le plan de travail, les deux cols tricolores bousculent leur troupe. Le chocolat, c'est bien avancé, j'ai rien à dire. Il y a du bon boulot de fait. Le sucre, je suis quand même assez déçu. Youssef, oui. Si tu peux pas la structure, si tu la sors pas en 8 heures aujourd'hui, tu la sortiras jamais à la Coupe du Monde en 8 heures. Le jour J, chacun des 3 membres de l'équipe devra réaliser une pièce artistique. En chocolat pour Brahim Bentebiche. C'était mon rêve. Participer pour la Coupe du Monde, c'est quelque chose de vraiment de top. Tu sens que c'est vraiment un chef. Sculpture en glace pour le breton Erwan Fleurgan, un étranger dans la sélection nationale, mais autorisé par le règlement de la Coupe du Monde. J'ai eu l'occasion de voyager beaucoup. Il y a quelques mois, je me suis arrêté en Algérie. Il y a eu l'équipe qui s'est créée et l'opportunité de rejoindre cette équipe pour cette belle aventure. Le sucre, enfin, pour Youssef Kraouti. Le quinquagénaire, qui a une pâtisserie à Oran, ne baisse pas les bras, malgré des exigences qu'il ne mesurait pas totalement. Mais avant, par exemple, on faisait du sucre, mais c'est pas de cette façon, c'est pas des concours, c'était du sucre pour une pièce montée pour des clients, ça, moins précis. Et puis, ça fait pas longtemps qu'on s'entraîne, ça fait que 5 ou 6 mois. Donc, on n'a pas l'habitude ni de concours, ni de grandes compétitions, donc c'est un peu dur. Une sélection un peu hétéroclite que les MOF, meilleurs ouvriers français, doivent aider à devenir une véritable équipe. Amène-moi ta pièce en sucre ici. Là, on a Aladdin ici. C'est juste une supposition, hein, d'accord? Qui est ici. Tu vois là, tu vois déjà le jeu? Là, lui, il se moque de Aladdin. Les Mille et une nuits, c'est version un peu rigolote. D'accord? Ouais. On a fait confiance à M. Philippe et à M. André pour qu'ils soient là pour nous soutenir et pour donner le meilleur, c'est ça. Et tout ça pour ne pas être ridicule pour la première fois. Il ne faut pas qu'on soit ridicule à la Coupe du Monde, c'est ça. Un travail intensif pour tenter de mettre au point les recettes du succès. Et le CIRA se tiendra donc à Lyon jusqu'à mercredi. L'image de la semaine nous conduit à Monaco, dans le plus beau palace de Monte-Carlo. L'hôtel de Paris qui a vu défiler les plus grands noms de la planète, de Sarah Bernhardt à Churchill en passant par Napoléon, Alexandre Dumas et Offenbach, organise une vente aux enchères avant d'entamer un programme de rénovation. Plus de 10 000 objets seront proposés au grand public, des lits, des canapés, des lustres, de la vaisselle. Cette vente, qui démarrera ce dimanche, devrait rapporter plus d'1 million d'euros. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même. Très belle semaine.